l'imposent et ils en profitent à toutes les fois pour taxer ou imposer. L'honorable député de Saanich Gulf Islands pour la reprise du débat. Merci, Madame la Présidente. Au sujet de ce projet de loi C-33, je vais commencer avec un grand merci à mon collègue, cher député de Richmond-Athabasca, pour son appui pour mes amendements ce matin. I'm very pleased to find Je suis ravie de pouvoir prendre la parole en troisième lecture pour débattre de ce projet de loi. Je vais revenir sur l'historique de C-33. Il a été présenté pour la première lecture en novembre 2022, alors ça fera presque 2 ans. Il faut aussi faire adopter ce projet de loi au Sénat avant les prochaines élections. Alors, je reviens sur l'historique encore une fois. Je veux remercier l'ancien ministre des Transports qui a fait le gros du travail sur le sujet. C'est le député de Mississauga Centre. À l'été de 2023, c'est le député d'Honoré Mercier qui est devenu ministre des Transports. Je pense que depuis hier, c'est la députée de Oakville qui est ministre des Transports. Il s'agit ici d'un projet de loi essentiel qui porte sur la sécurité ferroviaire et sur les problèmes qu'on connaît dans nos ports. Et donc, ce projet de loi traite de nombreux dossiers différents. inclut la sécurité ferroviaire, puis aussi la loi sur la loi marin et la question clé pour ma circonscription, c'est la question de mouillage. So we have a lot of... Alors, il y a beaucoup d'enjeux dans ce projet de loi. Je voudrais aussi aborder mon propre amendement, mais avant de ce faire, je voudrais remercier tous les députés ou les députés de tous les partis qui ont contribué, notamment les néo-démocrates et les bloquistes qui ont beaucoup contribué en comité à améliorer ce projet de loi avec l'aide de certains libéraux en comité et les amendements verts en comité. Certains de mes amendements ont été acceptés, adoptés et certains concernent la loi maritime ou la loi sur l'environnement et les droits autochtones. C'est important parce que avec les ports le long de la Colombie-Britannique, on voit que ça touche l'environnement, mais aussi les droits des Autochtones, et ça n'a jamais été reconnu auparavant. Il faut essayer d'améliorer l'efficacité des ports le long de la côte de Colombie-Britannique. Ce n'est pas plus de bureaucratie. Il faut juste assurer que les ports sont exploités de manière efficace, aussi bien pour les producteurs céréaliers que pour les Autochtones qui sont touchés négativement par ce que font les autorités aéroportuaires et qui ne consultent jamais les Premières Nations sur l'appropriation de leurs terres et surtout par rapport à leurs droits sur la mer Salish. Lors de la première lecture en novembre 2022, j'étais très emballée de voir qu'enfin on reconnaisse cette situation et qu'on cherche à améliorer la loi. Je suis encouragée par ce projet de loi et par certains amendements. Le ministre ou la ministre des Transports, si il ou elle a des motifs raisonnables de croire qu'un bâtiment est une menace ou pose un risque direct ou indirect à la sécurité du transport maritime ou à la santé des personnes impliquées, il ou elle peut demander au bâtiment d'aller ailleurs. Pourquoi est-ce que c'est important, cette chose-là, pour les députés qui n'habitent pas sur les côtes et qui ne sont pas au courant de cette situation? À cause de l'inefficacité, surtout pour le transport des marchandises en vrac. Les containers ont des codes barres et arrivent, que ce soit à Prince Rupert ou à Vancouver. Les containers sont scannés et lus assez vite, envoyés au bon endroit et expédiés assez rapidement. Le problème, c'est quand il y a des marchandises en vrac, des différentes catégories de céréales, que ce soit l'orge,
le blé dur. Et quand ça arrive au port, ce n'est généralement pas acheminé efficacement. Il faut ensuite le charger dans des containers et ça change de main 2 ou 3 fois. Chaque année, les producteurs des prairies le confirmeront sûrement. CP, Canadien Pacifique, semble se laisser prendre un petit peu par surprise chaque automne lors de la récolte et il n'y a pas assez soit de wagons ou de containers en nombre suffisant pour accueillir tous ces céréales. Le port de Vancouver leur dit « Nous n'avons pas la place pour vous, allez vous mettre ailleurs, sur l'île de Penneau ou de Gabriel. Vous pouvez vous y stationner gratuitement. Aucun avantage pour les communautés locales. Vous pouvez tout simplement jeter l'ancre, faire beaucoup de bruit, contribuer, notamment, vous pouvez perturber les espèces locales, marines, peu importe. Mais j'avais suggéré à mes collègues conservateurs, s'ils voulaient vraiment de la reddition de comptes, comment se fait-il que les autorités portuaires ne rendent pas de compte, ne parlent pas avec les autorités locales? En fait, ce projet de loi, enfin, représente les préoccupations des Autochtones et des communautés locales. L'amendement, et je vais arriver à mon amendement avant de ne plus avoir de temps, propose de faire quelque chose qui avait été promis par le Parti libéral lors des élections de 2021, à savoir interdire l'exportation de charbon thermique qui est envoyé à l'étranger pour émettre des gaz à effet de serre et produire de l'électricité. Cette exportation ne fait aucun sens parce que ce charbon qui est expédié à partir du port de Vancouver nous vient des États-Unis par voie ferroviaire. Il a énormément d'impact négatif sur la santé et l'environnement. Pourquoi vient-il des États-Unis? Parce que les États-Unis, sur la côte ouest, ont interdit l'exportation de ce genre de charbon pour des raisons climatiques. Donc, ils nous l'envoient à nous, ici au Canada, pour qu'on puisse utiliser nos ports et l'envoyer de là. Et c'est une exportation en vrac. Encore une fois, ça ralentit l'efficacité et la fluidité dans nos ports. Aux États-Unis, ils n'en veulent plus, donc c'est à nous de nous en charger. Ça a un impact négatif sur l'environnement, sur la survie des espèces de baleines locales et c'est une menace aussi pour les droits autochtones. Et tout cela, eh bien, ça aggrave et ça fait empirer l'efficacité du port de Vancouver. On en a parlé en comité. Mon amendement, essaye de répondre aux promesses qui ont été faites en matière de changement climatique, de protection des espèces en voie de disparition, le respect des droits autochtones, d'une pierre 3 coups. Donc ici, on interdirait la chose jusqu'en 2025, alors que le libellé actuel est assez permissif à cet égard. Il y a d'autres aspects dans le projet de loi C-33 que je pourrais couvrir, mais mon discours est assez court, donc je voudrais juste demander maintenant à tous mes collègues de reconnaître l'importance d'adopter ce projet de loi. L'examen article par article a eu lieu en décembre 2023. Nous voici maintenant en décembre 2024. Alors, adoptons ces amendements. J'exhorte tous mes collègues, je les remercie à l'avance de soutenir l'amendement que je propose au nom du Parti vert. Accélérons l'interdiction de ce charbon technique. Le charbon, l'autre type de charbon ne sera pas interdit, mais je parle du charbon que les États-Unis refusent d'expédier. Alors, ne laissons pas notre pays avoir à envoyer ce charbon thermique. Essayons en même temps aussi de réduire la quantité de bruit qui nuit à nos baleines. Je remercie le conseil de Salish qui a travaillé là-dessus. Je remercie
les habitants de l'île de Vancouver qui ont surveillé la situation et j'exhorte mes collègues à adopter les amendements clés. Ce sera bon pour l'environnement. Je leur demande d'adopter le projet de loi C-33 à l'étape de rapport et ensuite en troisième lecture. Merci, Madame la Présidente. Questions et commentaires? Le secrétaire parlementaire du ministre des Transports. Merci, Madame la Présidente. Je remercie la députée pour son intervention. Nous partageons quelque chose, nous avons quelque chose en commun, quelque chose qui nous est cher, à savoir une région que nous représentons, une région stratégique, la sienne et la mienne, qui est stratégique pour les corridors de transport. Madame la Présidente, j'ai une question pour notre collègue. Comment C-33 va-t-il contribuer à l'économie canadienne de façon générale pour ce qui est des chaînes d'approvisionnement identifiées et leur capacité nécessaire? Est-ce que ça va améliorer la fluidité dans nos régions, mais aussi dans le reste du pays? Le pays aura ainsi une meilleure économie, plus robuste grâce à cela. La députée de Saanich Gulf Islands, je remercie mon honorable collègue pour sa question. Il a raison. Nous avons déjà eu des conversations là-dessus. Nous habitons dans des collectivités où les autorités portuaires ne semblent pas se soucier de la situation. Ça a des impacts sur l'économie, mais aussi sur les communautés. En tant que pays moderne et industrialisé, étant donné que nos exportations ajoutent beaucoup à notre économie, il faut que nos ports soient plus efficients et efficaces. Il faut qu'ils rendent davantage de compte aux groupes intéressés. Les gens veulent expédier leurs marchandises. Les agriculteurs et les cultivateurs des prairies sont très frustrés de voir que chaque année, le CN et le CP ne sont pas préparés. Le nom du Pacifique canadien a changé récemment. C'est CP et Texas Rail. Je ne sais pas combien de ces expéditeurs se soucient vraiment de nos intérêts ici au Canada. Mais ce projet de loi sera bon pour notre économie puisqu'il rendra nos ports plus efficaces. Le député de Langley-Aldergrove. Merci, Madame la Présidente. Je remercie la députée de Saanich Gulf Islands pour son intervention sur les transports. Et elle a parlé du port de Vancouver et de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement, et notamment pour ce qui est de l'expédition des céréales. Le port de Vancouver ne semble pas capable de charger ces céréales quand il pleut, et il pleut assez souvent en Colombie-Britannique, comme on le sait. Alors, j'aimerais que notre collègue nous dise ce qu'elle pense de la situation. La députée de Saanich Gulf Islands, merci. Je remercie mon ami de Langley-Aldergrove. Il sait de quoi il parle, c'est certain. Il y a beaucoup d'obstacles au chargement efficace de céréales. Même lorsque ces céréales arrivent au port, il n'y a pas généralement de bateaux, de bâtiments prêts ou de conteneurs prêts à prendre toutes ces céréales pour les envoyer. Il y a plusieurs limites, pour des raisons sécuritaires, pour ne pas charger les céréales lorsqu'il pleut. Il y a des limites, c'est dû à la sécurité, mais on devrait pouvoir charger les céréales de manière efficace, même lorsqu'il pleut. J'ai beaucoup de sympathie pour notre collègue et pour sa question, mais je n'ai pas plus de temps. L'honorable député de... je l'invite alors. De Pierre Boucher, des Patriotes Verchères. Merci, Madame la Présidente. Je vais être bref. Je voudrais féliciter, en fait, ma collègue du Parti vert pour son discours qui était vraiment intéressant, vraiment passionnant. Puis surtout, des fois, on le dit par politesse, mais on voyait qu'elle connaissait le dossier alors qu'elle n'était même pas au comité. Alors, chapeau à elle. Je voudrais rapidement lui poser la question quant à l'amendement qu'elle défend, parce que c'est la raison pour laquelle elle prend la parole en ce moment. En fait, l'amendement de dire on va arrêter l'exportation de charbon à partir de 2025, en quoi c'est quelque chose qui est important, puis en quoi c'est important que les libéraux, comme le NPD, ne cèdent pas aux pressions des conservateurs de toujours, en fait, s'opposer à tout ce qui pourrait faire une différence pour le climat. Une réponse rapide, la députée de Saanich Gulf Islands. Merci à mon cher collègue, le député de Pierre Boucher, la Patriote Verchères, qui est un des députés de l'opposition qui a fait un très bon effort
pour améliorer ce projet de loi, pour protéger l'environnement. C'est absolument essentiel d'agir plus vite que 2030. On doit éliminer l'exploitation de charbon comme dans nos ports. C'est contribuer à les délais pour les autres produits et marchandises. On doit le faire immédiatement. Et merci à mon cher collègue. Reprise du débat. The honourable member South Okanagan West Kootenay. Le député de